présence à cette énième conférence, à cette énième causerie, à cette énième conversation organisée par le Centre PEN Haïti Gonaïves, la branche des Gonaïves. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir, l'immense honneur d'être parmi vous, d'être avec vous pour pouvoir discuter des questions des sécurités, des défenses et des politiques et des défenses et des sécurités nationales. Aujourd'hui, et non pas le moindre, nous avons l'honneur, l'immense plaisir de recevoir l'un des plus brillants esprits de notre génération sur des questions, sur des thématiques de défense et de sécurité. Entre Haïti, entre chaos et responsabilité de protéger, quelle mission de maintien de paix et de sécurité pour Haïti? Après un an d'atermoiement, le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé le 2 octobre la création à travers la résolution 2099, le déploiement en Haïti d'une mission multinationale d'appui à la sécurité qui sera menée par le Kenya pour aider la PNH dépassée par l'ampleur des événements. La résolution adoptée par 13 voix pour et des abstentions, du côté de la Chine et la Russie, valide la création de cette mission multinationale de soutien à la sécurité non onusienne pour une période initiale de 12 mois avec une réévaluation au bout de 9 mois. Si pour une frange de la population, ce vote est une atteinte à la souveraineté d'Haïti, tout en mettant en exergue l'échec des nombreuses missions internationales en Haïti, pour d'autres, ce vote est une lueur d'espoir pour le peuple qui subit depuis trop longtemps les conséquences d'une situation politique, socio-économique, sécuritaire et humanitaire difficile. Viol utilisé comme arme de terreur, et tueurs embusqués sur les toits, personnes brûlées vives, enlèvement contre rançon. Le peuple haïtien a vu toutes les couleurs ces dernières années. Alors que la violence des gangs qui contrôlent la majorité de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, ne cesse de s'aggraver et s'étend dans d'autres régions, forçant les Haïtiens à fuir le pays et se pose tout à la fois la question de comment éradiquer ces fléaux. Sur le principe selon lequel tout État a la responsabilité de protéger les populations vivant sur son territoire contre les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les nettoyages ethniques, consacré par le sommet mondial de 2005 des chefs d'État et de gouvernement au paragraphe 138 et 139 du document final, c'est un principe désormais bien établi au sein du système des Nations Unies. L'État haïtien a-t-il failli à sa mission? Quelle mission de sécurité et de maintien de paix pour Haïti? Ce sont entre autres les questions auxquelles on va devoir tenter, M. Germain va devoir tenter de répondre aujourd'hui. Pour en parler, les Centres PEN a l'immense honneur d'accueillir, comme je vous ai dit tantôt, l'un des plus brillants esprits de notre génération, M. Ricardo Germain, qui va nous parler aujourd'hui, qui va essayer et il va tenter d'apporter des éléments de réponses, des éléments de solutions aux différents problèmes que la nation fait face. Monsieur Ricardo Germain est spécialiste en études stratégiques et sécurité et défense et il est aussi manager humanitaire manager des programmes humanitaires internationaux. Il est aussi directeur du centre de réflexion et, Monsieur Ricardo Germain fait office et souvent de conférencier pour de nombreuses associations jeunes culturelles, socioculturelles. Il met ses connaissances au service de la nation. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir le conférencier pour cette énième conversation organisée par le Centre PEN Haïti, Monsieur Ricardo Germain, à qui nous avons cédé le micro. Merci, Monsieur Germain, merci d'être parmi nous. Et j'espère que, comme d'habitude, nous allons passer du temps de qualité ensemble. Merci, mon cher ami Schneider. Bon, en fait, je voudrais me faire fendre. Vous avez parlé alors, des esprits les filles de la génération. Donc, je préfère me présenter comme étant tout simplement un parmi tant d'autres jeunes qui cherchent à se trouver un chemin en modestie, en toute humilité. Déjà, je dois vous dire que j'ai apprécié votre mise en contexte, c'était très bien fait. Et là, je peux également vous féliciter sur l'iPhone.
Je dois passer aux salutations d'usage. Je salue tout le monde ici présent. Et je remercie également l'Institut Succès pour m'avoir invité pour cette conférence. Je vois que parmi nous, il y a le professeur Sandy Larose, que je connais très bien, à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Professeur Sandy, je vous salue également. Et donc, encore une fois, bonjour à tout le monde. Bonsoir également, s'il y a des gens qui nous suivent de l'étranger. Euh, En fait, je ne veux pas me faire long dans mon intervention. Et le format que j'ai adopté pour cette conférence, c'est de vous faire un exposé très rapidement. Maintenant, s'il y a des questions, et je pourrais répondre à ces questions-là de manière beaucoup plus détaillée. Toujours est-il que je dois m'excuser pour n'avoir pas activé ma caméra parce que là où je me trouve, il y a un problème. Alors, la connexion est très mauvaise. Je ne voudrais pas activer la caméra car cela pourrait affecter, pardon, la bande passante, ralentir le signal. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais activer la caméra très rapidement, mais en poursuivant la conférence, je vais devoir la désactiver. Et On comprend là, tout à je fait. le On fais comprend. comme ça, tout le monde. Voir euh, avec qui ils ont affaire. Et puis là, je vais désactiver la caméra. Mais pour poursuivre, alors pour entrer d'emblée dans notre sujet, je pense que euh, je pense que que je dois ajouter des prémices pour ce sens que quand on parle de mission de paix en Haïti, on voit catégoriquement les missions de paix des Nations Unies. On va peut dire que le pays a connu à peu près une dizaine de missions de paix échelonnées sur une période de 27 ans. Et là, ce n'est pas tout à fait le cas parce que déjà, il y a une description essentielle et qu'il faut avoir, que tout chacun doit avoir en tête, c'est que il y a maintien de paix, il y a imposition de paix et il y a également consolidation de la paix. Il y a rétablissement de la paix et consolidation de la paix. Et pour ce qui nous concerne en Haïti, nous n'avons jamais connu de mission d'imposition de paix onusienne. Euh, la première mission, c'est la mission ONUV, c'était une mission d'observation qui avait permis la réalisation des élections de décembre 1990. Ensuite, nous avons connu des missions de maintien de paix avec la MINUA, la MANU. Il y a eu aussi d'autres missions techniques qui n'étaient pas nécessairement des missions de paix, des missions techniques et des missions de transition. Nous allons voir ça également. Et puis, nous avons connu ce qu'on appelle également les opérations autorisées. Ce sont des missions autorisées par le Conseil de sécurité, mais qui ne se déroulent pas sous le chapeau des Nations Unies. Comme première opération autorisée que nous avons connue en Haïti, c'était l'intervention des Américains en octobre 1994 pour le retour à l'ordre constitutionnel, si vous voulez encore pour le retour du président Aristide. Ah, c'est la toute première opération autorisée que nous avons connue ici dans le pays. En 2004, nous avons connu une autre opération autorisée. C'était en février 2004. Cette opération était composée de trois puissances. Il faut le dire, c'était les États-Unis, la France et le Canada. Mais à la suite de cette opération autorisée-là, les Nations Unies allaient prendre une autre résolution pour transformer cette mission, donc cette opération, ce qui allait nous donner la MINUSTAH. Maintenant, en 2023, on parle du déploiement éventuel d'une force de sécurité, d'une mission multinationale d'appui à la sécurité et qui pourrait se
déroulé sous le leadership du Kenya. Alors, j'ai bien dit pourrait, j'ai mis ça au conditionnel parce que dans la résolution 2699 qui autorise cette opération, il n'est pas mentionné le nom du pays qui prendra la tête de cette mission. Alors, c'est une mesure de précaution au cas où il y aurait des issues qu'il y ait un autre pays qui pourrait remplacer très facilement le Kenya. Ça, il faut le souligner. Maintenant, avec cette toute nouvelle mission-là, la question se pose, est-ce que pour de bon, on finira par résoudre euh, le problème d'Haïti en matière de sécurité, du pays de sécurité? Et c'est ce qui explique la raison d'être de cette conférence aujourd'hui. Et là, mais une autre question qu'on se pose également, alors c'est pas plutôt une question, mais plutôt une préoccupation, c'est que pour nous deux, aucune des missions, que ce soit les missions déployées par les Nations Unies, les missions de paix, et ou les opérations autorisées, c'est qu'aucune de ces missions-là n'ont connu de succès en Haïti. Déjà, je dois vous dire que c'est très mal comprendre la question d'opération de paix parce que ce n'est pas toujours, ce n'est pas tout à fait le cas. Ce n'est pas tout à fait le cas parce que déjà, si nous prenons l'Olivier et qui le groupe d'observateurs des Nations Unies en Haïti, qui était une mission d'observation, on n'a rien à reprocher à cette mission-là. C'était une mission totalement réussie. On nous à faciliter l'organisation des élections, à rassurer la population et donc, du coup, on peut dire que, vu que ce n'était pas une mission, comment dire, le but, c'était que quelques observateurs militaires et civils et qui veillaient à ce que, le massacre de novembre 1987, à ce qu'on ne connaît pas un événement similaire en 90. Donc, c'est pour cela, comme je le disais, c'était nickel. Maintenant, on parle également de MICIVI qui a suivi cette mission militaire. Déjà, il faut dire que MICIVI, ce n'était pas une mission militaire, c'était une mission civile, strictement civile, mais une mission d'observation. Pour la MICIVI, ce qu'on ne dit pas, c'est que les forces armées d'Haïti qui, à l'époque, occupaient les sphères décisionnelles du pays parce qu'on était à une époque de coup d'État, où le président Aristide était en exil. Les militaires avaient expulsé cette mission-là du pays. Assez souvent, on parle de l'échec de l'armée civile, mais c'est sans dire que l'armée civile, à un moment donné, n'était plus, n'avait pas eu le temps d'exécuter son mandat parce que ses membres ont été expulsés manu militari du pays. Euh, à, suite à l'armée civile, nous avons connu la MINUA. La MINUA, il faut le dire, euh, la MINUA a été déployée très tardivement, contrairement à ce qui était prévu. Parce que, encore une fois, les forces armées d'Haïti ne voulaient pas que cette mission se déploie. OK? Déjà, à ce moment-là, il y a OEA qui voulait également déployer un groupe d'observateurs. Les forces armées d'Haïti ne voulaient pas également accompagner des gens qui faisaient partie du groupe paramilitaire, le FRAP. Ces gens-là gagnaient les roues de pénitence pour scander OEA, OEA, les gens n'ont pas joué. Et donc, comme je le disais, la mémoire a été déployée très tardivement. Ensuite, nous avons connu la Mali. À ce moment-là, Haïti était, euh, on était en train d'expérimenter une réforme du secteur de la sécurité en Haïti.
Parce que ce qu'il y a, que ce soit avec la l'ANANI, l'idée, c'était de faire en sorte à ce que la Constitution d'Haïti soit respectée ou du moins appliquée à la lettre, dans la mesure où la Constitution prévoyait à côté des Forces armées d'Haïti une institution policière, OK? Or, c'était Or, dans le fait, ce n'était que les Forces armées d'Haïti qui jouaient les deux rôles. Donc, l'idée, c'était de faire en sorte à ce qu'il y ait l'armée à part et la police de l'autre côté. Et maintenant, cette réforme-là, contrairement à ce qui était prévu, il y a eu comme une sorte de détournement. Au lieu d'avoir l'armée et la police en même temps, nous avons connu la police nationale d'Haïti et, et une mise à l'écart des forces armées d'Haïti, ou plutôt une dissolution de cette institution martiale. Maintenant, pour que la police était seule, déjà, on avait pris des dispositions, on avait créé une force de police intérimaire en attendant que la police nationale d'Haïti puisse être chère. Et maintenant, c'est que pour ne pas créer un vide, il y avait certes la présence des forces de police intérimaires, mais aussi cette mission des Nations Unies, un MANU, OK, en attendant que la police nationale d'Haïti puisse pouvoir héritier de l'appareil sécuritaire du pays. Donc, contrairement à ce qu'on avance, il n'y avait pas eu ce vide-là. Et la mission des Nations Unies qui était sur le terrain, c'était justement empêcher, je prends ce mot, ce vide institutionnel. Sinon, comment dire, avec les FAP qui étaient déjà sur le terrain et d'autres groupes d'autodéfense, les brigades de vigilance, ça pouvait déboucher sur une situation vraiment délétère, une détérioration, je dirais, plutôt de la crise. Donc, c'était ça. Maintenant, il y a eu, je poursuis avec les diagnostics, pour dire que il y a eu d'autres missions, par exemple la MUPOMU, qui était une mission d'appui à la police nationale d'Haïti. C'est une mission qui s'attelait à travailler pour la professionnalisation de la police nationale d'Haïti. Maintenant, ce qui arrive avec l'AMI pour nous également, c'était une réussite. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que l'AMI pour nous, c'était au début des années 2000, mais en 2003, on allait connaître dans le pays deux insurrections. D'abord, une première insurrection pour le départ d'Aristide, avec l'armée cannibale, le front qui existait au Gonaïve, dans le nord du pays, pour être plus précis. Et, et puis, il y a eu une autre insurrection, et là, c'est ce qu'on appelle l'opération Bagdad, c'était là, nous sommes en 2004, qui exigeait le retour du président d'Aristide. Là, maintenant, durant ces deux insurrections-là, la police nationale d'Haïti est encore toute jeune et donc a subi des pertes dans ses rangs, mais aussi il y a eu des policiers qui ont été contraints de laisser le pays. La police nationale d'Haïti, comment dire, a subi de plein fouet, je pourrais dire, ces deux insurrections-là. Donc, du coup, l'institution n'a pas su consolider nos acquis. Maintenant, on se disait que, voilà, Nicomu, c'était une échec. Maintenant, nous avons promu par la suite la MINUSTA, qui était, au départ, qui était une mission de maintien de paix, qui par la suite s'est transformée en une mission de maintien de paix robuste, on dit mission de maintien de paix robuste, c'est à cheval sur une mission de maintien de paix classique et une mission d'imposition de paix. Maintenant, c'est parce que la ministre justement était à cheval sur cette missions-là, c'est pourquoi que cette mission était autorisée à intervenir aux côtés de la police nationale d'Haïti pour pouvoir combattre les groupes armés criminels.
Parce que là, ce qu'on oublie, c'est que assez souvent, il y a des gens qui disent que entre 2005 et 2016, la situation, on subissait la même situation avec un groupe armé criminel, sauf que c'était moins pire, mais on oublie que si c'était moins pire, c'est parce que il y avait eu la présence de la ministre pardon, à contenir le problème. Le ministre, j'ai bien dit que le problème, c'est que la MINUSTA n'avait pas pour mission d'éradiquer le problème, sinon que sa mission était d'aider à rétablir la paix, la stabilité, et d'aider à organiser les élections, tout ça. Mais, sauf que la situation, ce qui est arrivé, et la MINUSTA, ou du moins les autorités ont pris conscience très tard de cette transformation, c'est que à partir de 2004, nous avons connu ce qu'on appelle, alors ce que les spécialistes ou les experts appellent une hybridation. Là, je parle de la théorie des hybrides, c'est que avec l'opération Bagdad, il y a une insurrection des partisans d'Aristide qui déploient sur le tour. C'est que en fait, pour vous faire un schéma, c'est que quand il y a une insurrection qui n'est pas soutenue par des acteurs internationaux, ou du moins par des acteurs nationaux, parce que toute forme de sélection, il doit y avoir une source financière pour maintenir cette insurrection-là. Quand ce n'est pas le cas, ces insurrections-là se transforment, cette insurrection-là de velléité politique se transforme en criminalité. Nous avons connu ce phénomène avec les FARC en Colombie, et nous l'avons connu également en Haïti, parce que ce qui est arrivé, c'est que ces gens-là qui réclamaient les retours d'Aristide avec l'opération Bagdad, pour pouvoir maintenir la cadence, il fallait trouver des sources de financement. Et à partir de cette date-là, le kidnapping a fait une réapparition en Haïti. Je parle de réapparition parce qu'il y a eu le premier cas de kidnapping, bien que ce n'était pas un kidnapping classique, ce n'était pas un enlèvement contre rançon. Ça remonte avec la disparition d'un enfant, c'était dans les années 96 ou 99, je ne me rappelle pas trop, qui s'appelait Maurice. Maintenant, c'est que, pour reprendre, c'est que, à partir de 2004, ces gens-là, qui réclamaient le retour d'Aristide, il faut avoir le courage de le dire, se sont versés dans des activités criminelles pour pour maintenir la lutte qu'ils initiaient. D'ici là, nous avons connu cette hybridation. Là, ça a échappé au contrôle de tout le monde. Maintenant, cela deviendrait comme quoi, je dirais, une normalité. Des gens se faisaient enlever à Port-au-Prince. Et là, la MINUSTA était dépassée, elle également. Et puis, sur, oui, désolé. Donc, on dit qu'il y a un problème avec le volume, c'est ça? Ah. Il y a un problème avec le son, c'est ça? Schneider, C'est bon, c'est bon. je vois que Non, 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 c'est, ok, ça va, ça va, ok, ça va. ok. On va pas sur scène. Ok, ok, d'accord. Maintenant, ces gens-là, il y a eu ce phénomène. Maintenant, la MINUSTA a vite compris qu'on était dans ce qu'on appelle une insurrection criminelle. Et d'ici là, alors, la mission avait commencé à prendre des dispositions pour gagner le cœur et les esprits. Alors, gagner les cœurs et les esprits, c'est ce que préconisent les théories de contre-insurrection. Et d'ici là, on allait voir que la ministère qui était impliquée dans des activités de civisme, dans des activités de cohésion sociale.
et qui allait même mettre en place sa radio communautaire, la ministère FM. Mais malheureusement, déjà, l'image de la MINUSTA était déjà écorchée, si je peux utiliser ce verbe, en ce sens que la mission avait prononcé des débuts jusqu'à jusqu'à provoquer une épidémie dans le pays qui est le choléra. Maintenant, est-ce qu'on était prêt pour le départ de la ministère? Bon, la réponse, c'est visible, on n'était pas. C'est ce qui, d'ici là, on a vu que c'est après le départ de la ministère vers 2016 que la situation allait gagner un peu de sens. Parce que la situation sécuritaire, déjà en 2000, à ministère, il faut dire que vers 2016, la police nationale d'Haïti a pris les rênes et aux côtés également d'une autre mission des Nations Unies qui est une sorte, qui est ce qu'on appelle une mission de transition, c'est la MINUJUS, c'était une mission de transition. Et puis, voilà, et l'humanité a connu cette recrudescence et a connu son point culminant vers 2020-2021. Là, et encore une fois, on se pose la question, quelle mission est adaptée pour Haïti? C'est que moi-même, je, pour répondre à cette question, je dirais que ce n'est même pas même une question quelle mission est adaptée pour Haïti, euh, parce que la mission de métier de paix est robuste et étant limitée, je pourrais dire que voilà, catégoriquement, la mission qu'on pourrait préconiser, c'est une mission d'imposition de paix, parce qu'avec une mission d'imposition de paix, on est autorisé à intervenir directement sur le terrain et à faire usage et à faire un usage proportionné ou disproportionné de ces moyens militaires de combattre directement les belligérants. Maintenant, je pourrais dire, voilà, cette mission-là, elle est appropriée à cette situation que nous connaissons en Haïti. Mais avec la mission éventuelle, est-ce que c'est cela qui est préconisé? Je ne pense pas parce que quand on scrute très bien la résolution, on voit que c'est une mission et que c'est une opération autorisée. Mais si on veut faire la comparaison, ça donne l'impression que c'est une mission de métier de paix robuste, une mission de position de paix. Mais que ce soit une mission de position de paix ou une mission de métier, une mission de position de paix avec une mission de métier de paix robuste, et il n'y aura aucun résultat, à mon avis, et sans la mise en place d'une réforme du secteur de la sécurité en profondeur. Je parle d'une réforme en profondeur parce que les réformes qui ont été menées ces dernières années et par les Nations Unies, ce sont des réformes du secteur de la sécurité qui ont été portées uniquement sur la police nationale d'Haïti. OK? Et maintenant, moi, je propose à ce qu'il y ait cette réforme de sécurité en profondeur. Il le faut. Pourquoi en profondeur? Parce qu'il n'y a pas que la police qui est présente actuellement sur le terrain, parce qu'à côté de la police nationale d'Haïti, on ne le veuille pas, il y a les forces armées d'Haïti, mais également, il y a d'autres structures paramilitaires, comme la BISAP, par exemple, et il y a aussi les acteurs par la police, et la douane, l'immigration, mais les acteurs intégrés du secteur de la sécurité, qui sont les compagnies privées de sécurité. Donc, il y a tous ces acteurs-là, OK,
qui, en plus de ces acteurs-là, il y a des groupes d'autodéfense euh, qui existent dans certains quartiers. Donc, du coup, il faut qu'il y ait vraiment cette réforme en profondeur, comme je le disais, mais accompagné également d'autres mesures de politique publique. Donc, en d'autres termes, je plaide pour une mission multidimensionnelle. Bien entendu, il existe des missions multidimensionnelles dans d'autres pays. Par exemple, en République centrafricaine, il y a une mission multidimensionnelle intégrée. Mais est-ce que pour autant la situation s'améliore en République centrafricaine? Ce n'est pas totalement le cas. Bien que au début de la crise en République centrafricaine, c'était pire avec la Séléka et les anti-Balaka. C'était pire la situation. Mais présentement, on peut parler d'une amélioration, mais la crise pour autant n'est pas résolue en République centrafricaine. D'aucuns pourraient dire, voilà, et la présence du groupe Wagner est venue compliquer la donne, mais je prends les faits pour ce qu'ils sont, c'est que la République centrafricaine, ce n'est pas encore résolu le problème. Et moi, toujours pour revenir sur la situation en Haïti, je plaide pour une mission multidimensionnelle intégrée, bien que la mission qui aura lieu. Et alors, la mission qui est prévue, je dirais, présente cet aspect intégré, parce que c'est une mission qui va travailler de pair avec la MINU. Est-ce que c'est une mission multidimensionnelle? Je ne pense pas, parce que déjà, on n'a pas parlé du réforme du secteur de la sécurité. Déjà, en plus, puisqu'il s'agit d'une opération autorisée, de toute façon, l'aspect multidimensionnel, c'est en tant que préparation autorisée, la mission ne peut pas prendre ça en compte. Mais de notre côté, parallèlement aux efforts de la communauté internationale, avec la BNU, cette opération autorisée qui s'annonce, les autorités haïtiennes doivent prendre des mesures. Maintenant, le problème, c'est que le gouvernement actuel souffre d'un déficit de légitimité pour pouvoir initier certaines réformes, pour pouvoir prendre des mesures de politique publique. Parce que ce qu'il y a avec la situation en Haïti, c'est que vous ne pouvez pas éradiquer totalement le problème sans adresser d'autres problèmes tels que l'aménagement du territoire et d'autres, l'accès aux services sociaux de base. Parce que ces deux problèmes-là, il faut ne prendre que ces deux en exemple, et à eux seuls, ce sont des générateurs pour la criminalité. OK? Ce sont des générateurs pour la criminalité, bien que la situation en Haïti, la situation actuelle, c'est une double situation. C'est à la fois une situation de criminalité et cette criminalité a fini par déboucher sur un conflit. C'est deux choses différentes. Un conflit est d'abord entre les groupes criminels, entre eux, et ensuite entre les groupes criminels et les forces de sécurité en Haïti et disons, entre le groupe criminel et l'État. Et l'État implique, quand je dis l'État, ce qui implique les structures de l'État, notamment les forces de sécurité, et aussi les populations. Pourquoi j'ai parlé de les populations, je ne parle pas de la population haïtienne, parce que, par exemple, il y a une certaine complaisance de la population pour certains groupes armés, ça il faut le dire, mais aussi parce que, par exemple, pour prendre le cas de figure, par exemple, à Carrefourfeuille, quand les gens ont été contraints de laisser Carrefourfeuille, de faire face au groupe armé qui était venu attaquer Carrefourfeuille,
Cela concernait que la population de Cameroun, OK, pour canapé vert, que personne ne s'en préoccupait. Parce que ce que j'essaie de dire, c'est que chacun essaie de protéger son quartier à lui. OK? Chacun essaie de protéger son quartier à lui. Mais ne se préoccupe pas vraiment de ce qui se passe dans les autres quartiers. Cet élan de solidarité, euh, il est là, mais il ne se manifeste pas vraiment comme ça aurait dû être, comme quoi c'est tout le pays qui se lève en un seul bloc. Je dis que voilà, ce qui se passe à Carrefour, c'est inacceptable. On n'a pas ressenti cela. C'est pour cela que j'ai parlé plutôt de les populations et que j'ai mis ça au pluriel. Donc, maintenant, pour conclure, euh, euh, pour conclure, c'est que la mission qui est prévue avec nous, alors la mission, je parle de la MMAS, la mission multinationale d'appui à la sécurité, et il y a un terme, euh, alors dans la définition même de la mission, qu'il est important de souligner, c'est le terme appui. OK? Là, on parle d'appui. Ce qui revient à dire que de notre côté, ou du moins c'est du côté du gouvernement ici, il y a également un effort et il y a également un effort à, à, à émettre, je ne trouve pas le verbe, c'est pas émettre, mais il y a également un effort, je dirais, à faire en contrepartie. Parce que on est venu pour vous appuyer. Non, si vous si de côté, cet effort-là que vous devriez fournir en contrepartie, que vous n'aviez pas fait, et là, vous n'allez pas dire que voilà, la mission a échoué, du moins ce qu'on attendait comme résultat, ce n'est pas le cas, parce que là, il faut également vous impliquer. Donc, c'est juste que ce qu'il y a, l'avantage, et qu'on peut dire qu'il y a avec le déploiement éventuel de cette mission, c'est qu'il est prévu un mécanisme de plainte pour ne pas répéter des erreurs du passé, mais également un mécanisme de suivi et qui permettrait à ce que la mission soit évaluée en cours de chemin et si l'occasion se présente, à ce que la mission se transforme et en fonction de l'évolution de la réalité sur le terrain. Donc, je crois avoir répondu sur ce. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je prends mon intervention. Donc, disons, du coup, je suis ouvert à toute question et vous remercie amplement d'avoir été là et de m'écouter. Et donc, disons que je vous remercie et vous félicite également déjà pour vos interventions parce que je vois qu'il y a des interventions avec chacun et pour vos questions. Et merci, Monsieur Germain. Merci pour votre exposé et merci. Et vous l'avez fait avec brio et maestria. Et rapidement, on va passer et on va prendre les questions. Et si vous avez des questions à tous les participants, si vous avez des questions, et vous êtes priés de bien vouloir lever la main et afin que l'on puisse vous accorder la parole. Et on prend les questions, s'il vous plaît. Vous qui avez des questions ou des suggestions, vous êtes priés de vous manifester, s'il vous plaît. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat room. C'était OK. une question de Rogine.
qui dit que très souvent, les missions des Nations Unies ont tendance à garantir le bon voisinage plutôt que de réduire la capacité de nuire des forces en présence. Ce n'est pas ma compréhension. Donc, déjà, je ne sais pas si madame, mademoiselle, je dirais Rogeline Paul, des missions des Nations Unies en Haïti, ou plutôt des missions des Nations Unies en général. Là, ça reste pour moi un peu flou, mais je pourrais quand même y apporter une réponse. C'est que ce qu'il y a dans, dans ce genre de mission, c'est comme aussi dans les guerres contre-insurrectionnelles, c'est que on ne peut pas éviter cette approche de dialogue, ou si vous voulez, de bon voisinage. Parce que vous avez des groupes formés qui se fondent au cœur même de la population, parce que ces groupes armés-là, ils ne portent pas d'uniforme. OK? C'est difficile de les identifier. Et puis là aussi, parce que déjà, parce que l'idée même avec les missions de paix, ce n'est pas, qu'il ça, et surtout avec les missions de médecine de paix, ce n'est pas de se déployer déjà pour faire usage de la force. Parce que on a identifié ce conflit, ok, un conflit armé, si vous voulez, mais on doit chercher à transformer ce conflit-là et, pour, donc maintenant, pour transformer ce conflit-là, pour arriver à une entente, pour une paix, déjà, il faut autoriser le dialogue pour comprendre les desiderata, ce que revendiquent les forces en présence. OK? Maintenant, si on peut se faire sans verser le sang, et sans faire usage de la violence, on le fera. Si maintenant, s'il faut maintenant intervenir, brusquement, on va le faire également. Déjà, pour prendre l'exemple de la MINUSTAH. La MINUSTAH, en se déployant sur le terrain, qui mettait en place des activités de cohésion sociale. C'était plutôt des activités, pas seulement des ministres. Le ministère, pour cela, se faisait également appuyer par des ONG, le Vivario, par exemple. Bon, ils implémentaient des activités de cohésion sociale. Donc, c'était pour faciliter ce que vous appelez un bon voisinage. Mais en même temps, la MINUSTAH, quand il le fallait, intervenait aux côtés des forces haïtiennes pour aller combattre le groupe armé, que ce soit à Cité Soleil, à Graville, et même participait dans la ministère participait même dans des opérations euh, chirurgicales, je dirais, parce que c'était des opérations qui visaient à libérer des gens qui ont été kidnappés. Même là, vous parlez des missions en général. Là, je vous dis ça, ce qu'il y a, il faut comprendre, ce qu'on doit prendre en compte pour répondre à votre question, c'est il faut analyser le mandat de la mission. C'est le mandat. Parce que si c'est à partir du mandat qu'on va savoir s'il s'agit d'une mission euh, de métier de paix, comme je le disais. Parce que ce qu'il y a avec les missions de métier de paix, par exemple, on doit faire usage de force que quand si on est attaqué. C'est ce qu'on n'a pas compris avec la situation Rwanda, par exemple, c'est que la mission Rwanda, c'était vicié. Et la mission et le processus était vicié au départ, parce qu'il s'agissait d'une mission de métier de paix. Maintenant, le chef de la mission, c'était le général Dallaire, il faisait face à une sorte alors, le nom m'échappe, un dilemme, pardon. Il faisait face à un dilemme, voilà, qu'il commandait une mission de médecin de corps. Sous ses yeux, on assassinait, il y avait un génocide, on massacrait des gens, mais
il se sentait incapable d'intervenir parce que ceux qui massacraient nos hommes ne se prenaient pas aux forces des Nations Unies présentes sur le terrain. Parce que quand il y a une mission de médecin de paix, ok, vous devez faire, vous êtes là pour dissuader, pardon, pas pour attaquer. Maintenant, si on vous attaque, vous pouvez toujours répliquer. Et ce qui est un peu contraire avec une mission de maintien de paix robuste. Maintenant, pour les missions et les positions de paix, donc vous venez directement pour attaquer, mais il y a également des missions de rétablissement de paix qui est basée sur le dialogue et les missions également des consolidations de paix qui est là également pour promouvoir le dialogue et reconstruire les institutions, ce qu'on appelle le state building, le state building, pour reconstruire les institutions, implémenter des réformes et mener des activités de cohésion sociale. Donc, quand on parle de mission en général, il faut faire la distinction entre les différentes formes que peuvent revêtir ces missions. Merci, monsieur Bon, Jeff. j'espère avoir répondu à votre question, Eugène. Bon, je ne sais pas, madame ou mademoiselle Rogeline a fermé son micro. Et rapidement, on va passer à d'autres questions, s'il vous plaît. Et vous qui avez des questions, vous êtes priés de bien nous le faire savoir, s'il vous plaît. Faites-nous savoir si vous avez des questions. En attendant qu'il y ait d'autres questions, et je dois poursuivre pour dire que voilà, euh, on parlait d'échec d'émission dans la mise en contexte. C'est que pour parler d'échec, il peut y avoir échec sur certains points, mais il n'y a jamais eu d'échec total constaté. Parce que les missions et, et ce qui définit une mission, ce sont les objectifs, du moins sur le mandat. Il y a des objectifs. Cela n'arrive jamais, par exemple, sur 3, 4, 5 objectifs, qu'une mission ne réussisse, pardon, aucun de ces objectifs-là. Ça n'arrive jamais. Donc, du coup, quand on parle d'échec de mission, il faut relativiser. C'est échec à quel niveau, sur quel point, ou sur quel point, pardon. Et donc, il y a ça. Même quand, comme je l'avais dit lors de l'entretien télévisé, il peut y avoir une réussite totale d'une mission, mais son échec total, ça n'a jamais été le cas. Quand il y a échec, c'est plutôt sur certains points, mais pas sur tous les points. Et là, j'ai vu après l'échec des missions des Nations Unies au Rwanda, il a été mis en place un mécanisme de redevabilité dans les missions humanitaires. Les récentes missions en Haïti n'ont pas été soumises à ce mécanisme de plainte. Qu'est-ce qui a empêché cela? Comment cette mission pour faire mieux? Après l'échec des missions des Nations Unies au Rwanda, comme je le disais tantôt, pardon, c'est qu'au Rwanda, il y avait au départ une mission de métier de paix où il y avait ces mêmes liés. Bien que certains ont reproché au général Dallaire qu'il aurait dû faire intervenir cette route, même quand il n'avait pas ce mandat, mais dans la lettre, okay, c'était une mission de médecin de paix, donc il y avait eu ce dilemme. Mais l'autre situation qu'il y a eu au Rwanda, c'est que c'est également une mission des Nations Unies qui a facilité, pardon, le dialogue au Rwanda. Ok, ce dialogue qui a débouché sur une mission de lumière. Et je Vous êtes là, monsieur Germain? Allô?
Ok, ok, Alors, ok. Ok, on vous entend maintenant. oui. En fait, je devrais saluer quelqu'un parce que là où je me trouve, tu vas bien. Et je disais, ce qu'il y a avec là, c'est c'est également les Nations Unies qui ont facilité le processus de Rwanda. Mais là, dans la question qui m'a été posée, on a parlé de redevabilité de les missions humanitaires. Ce qu'il y a avec les missions humanitaires, c'est qu'à partir de 2016, il y a eu, il y a eu un sommet humanitaire. C'est à partir de 2016 qu'on a surtout mis l'accent sur le mécanisme de redevabilité. C'est que lors de ce sommet-là, on est venu avec un instrument qu'on appelle le grand bargain. Là, on a demandé aux Nations Unies d'être redevable envers la population. Et cette redevabilité-là, quand on parle de redevabilité, c'est comme faire acte de transparence et pour dire que voilà, pourquoi on a intervenu, voilà comment, voilà les résultats qu'on a apportés en intervenant. Et voilà le montant qui a été dépensé et dans quel cadre que ce montant a été dépensé. Donc, voilà, quand on parle de redevabilité, ce qu'on doit avoir en tête, c'est la transparence. La transparence envers la reddition du compte envers les bailleurs, mais aussi envers la population. Et là, vous dites également, dans un autre aspect de votre question, vous dites que dans l'émission en Haïti, il n'y a pas eu ce mécanisme. Vous parlez de deux choses, de mécanisme de redevabilité, mais de mécanisme de plainte. Parce que en Haïti, il n'y a pas eu ce mécanisme de plainte. Déjà, il faut dire que la seule mission qui a posé du tort à Haïti, euh, et c'est la mission qui a été la plus également, la seule mission onusienne, c'est la MINUSTAH. Et la MINUSTAH, ça a duré près de 12 ans, ok? Des gens, et puis il y a eu des cas de viol, de vol, et même cette question d'épidémie. Mais il faut dire que une mission, ça reste perfectible. Donc, une mission peut toujours avoir des problèmes sur le temps, et puis on a identifié ces problèmes-là et proposer des mesures pour que ces problèmes-là ne se répètent. Et là, il n'y avait pas eu ce mécanisme de plainte, comme on l'avait dit, mais maintenant, il est là. Dans la résolution 2699, on a prévu ce mécanisme de plainte pour faire mieux. Et- mais c'est juste que le problème qu'il y a, c'est que dans la résolution 2699, on dit que si par exemple, on apporte des plaintes, un militaire, un policier faisant partie de cette mission, une unité qui propose cette mission, et puis après cette plainte-là, les enquêtes ont révélé qu'il y a culpabilité, on va rapatrier cette personne-là, cette unité-là, va y avoir un rapatriement pour que la personne, l'unité, puisse répondre de ses actes auprès de la justice de son pays. C'est ça le problème. Maintenant, le problème, ce n'est pas la justice haïtienne qui va trancher, mais la justice de la personne et la justice, comment dire, la justice du pays de la personne en question. Maintenant, maintenant, l'autre question, c'est quelle est la différence technique, la différence technique entre les missions onusiennes et les missions non onusiennes. Déjà, il y a une différence au niveau de la forme. Quand il s'agit d'une mission onusienne, on a affaire avec les casques bleus. OK? Donc, on a affaire avec les casques bleus
alors que une mission non onusienne, une opération autorisée, les gens qui seront déployés sur le terrain, ils ne vont pas porter le béret, le casque bleu. Maintenant, la différence technique, c'est juste que, comment dire, c'est un peu délicat. Maintenant, la différence technique, c'est que le leadership de la mission, dès qu'il peut y avoir, en fait, avec les casques bleus, il y a, par exemple, il y a un leadership pardon, sur le terrain, par exemple, avec l'administration, ce leadership-là, c'était le Brésil, c'était avec le Brésil, qui dirigeait les forces sur le terrain. Mais il y a aussi un leadership au niveau stratégique, et là, et c'est au niveau des Nations Unies. Donc, ce sont les Nations Unies, à travers le secrétariat général, le Conseil de sécurité qui fixe les orientations. Maintenant, avec une mission, une opération opérationnalisée, c'est un pays qui prend en charge ses deux leaderships sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan stratégique. Ce pays-là, cela ne veut pas dire qu'il n'aura pas de compte à rendre au Conseil de sécurité parce qu'il a reçu le mandat de l'accord du Conseil de sécurité. Mais c'est lui, c'est ce pays-là qui fixe les bonnes orientations. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a eu à constater, malgré les évaluations qui ont été faites auparavant, le ONIDA s'est quand même rendu sur le terrain pour procéder à son évaluation personnelle, parce que le contexte est évolutif, certes, mais aussi c'est parce que c'est lui qui prend en charge cette responsabilité. Et quand je dis toute responsabilité, c'est-à-dire la coordination sur le terrain, mais également la coordination sur le terrain de concert avec les autorités haïtiennes, mais aussi la coordination stratégique la coordination stratégique et avec avec le commandement des troupes. Oui, oui. J'ai bien répondu à votre question, Leslie. Ouais, si l'on tient compte que la notion de responsabilité de protéger est apparue ou a pleinement intégré le système des Nations Unies à partir de ce qui s'est produit au Rwanda et au Kosovo. Et est-ce que dans le cas de l'État haïtien, pour ne plus jamais que cela se reproduise, comme l'a si bien dit Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, mais est-ce que l'État haïtien n'a pas, dans ce cas, est-ce que l'État haïtien n'a pas complètement failli à sa mission, tenant compte de la situation actuelle du pays, les nombreux crimes perpétrés par les bandes armées, l'impuissance de la PNH non, pour l'armée et les forces armées d'Haïti, ne m'en parle pas. Est-ce que l'État haïtien n'a pas failli à sa mission complètement parce que le premier devoir de l'État, je crois que c'est d'assurer la protection de ses citoyens, de ses nationaux. Snyder, je trouve parfaitement ta question, et c'est bien d'avoir soulevé ce point, c'est qu'avec le principe orthopie, alors c'est en anglais, comme tu le sais, c'est la responsabilité de protéger. Et c'est qu'avec ce principe-là, on a commencé à parler de la responsabilité de protéger en 2005, mais je dois le souligner pour le public, c'est qu'avec ce principe-là, effectivement, il est dit qu'il incombe au premier chef à l'État de protéger sa population. Et là, cependant, le principe est allé plus loin pour dire que quand cet État-là n'est pas en mesure de protéger sa population, pour des raisons humanitaires, le Conseil de sécurité
peut faire appel à l'article 7 pour intervenir, donc pour des raisons humanitaires, mais également une figure de l'article 7. Alors, maintenant, pour les questions humanitaires, bien entendu, je dois également fournir cette explication. Pour des questions humanitaires, quand la crise humanitaire est liée à un conflit, parce qu'il peut y avoir une crise humanitaire provoquée, par exemple, par une catastrophe naturelle. Maintenant, pour des raisons humanitaires, comme je le disais tantôt, on peut évoquer l'article 7 et constituer les plans en question pour intervenir. C'est ce qui s'est produit en Libye, par exemple. Parce on était appuyé sur le principe orthodoxe pour intervenir en Libye. Et depuis lors, pour ouvrir une parenthèse, on insiste bien entendu à une forme de détournement de ce principe-là parce que là, déjà, c'est un peu en appuyant sur le principe de la responsabilité de protéger que Poutine s'était permis d'intervenir en Crimée et en Crimée dans d'autres régions et en Ukraine avant même l'éclatement de la guerre sur cette forme de violence. Maintenant, est-ce que l'État haïtien a échoué? Moi, j'aime établir une différence entre l'État et le gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est une composante de l'État, parce que l'État, c'est un territoire, c'est un gouvernement, c'est aussi la population. Maintenant, si on doit parler de l'échec de l'État haïtien, faudrait-il qu'on parle également de l'échec de la société haïtienne? Okay, vous voyez? Mettons de côté cet aspect-là qui est plutôt politique, je voudrais rester technique, c'est que oui, maintenant, avec la responsabilité de protéger, le Conseil de sécurité des Nations Unies ou même un pays peut se permettre d'intervenir directement dans un autre pays, mais aussi le principe de la responsabilité de protéger permet également à un État, à un gouvernement, de faire appel à la communauté internationale pour l'aider à faire face à une situation qui affecte sa population. Donc là, c'est le côté technique. Pour retourner sur l'aspect politique, si on ne voit pas le d'échec de l'État, l'État dans sa forme restreinte, à savoir le gouvernement, et oui, il y a un constat d'échec, comme je le dis, mais encore une fois, ce constat d'échec, est-ce que ne concerne-t-il pas également la société haïtienne? Okay? C'est là tout le problème. Parce que, vice-versa, l'État, c'est également le produit de la société. Parce que quoi, l'État, dans sa forme historique, c'est-à-dire le gouvernement, c'est le produit de la société. Donc, les gens qui sont en charge de les attaques nationales n'arrivent pas dans le ciel. Ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des Haïtiens. OK. Donc, pour moi, quand on parle d'échec de l'État haïtien à résoudre nos problèmes, il faut également remettre en question la société haïtienne. Aussi, oui, il faut dire que la police nationale d'Haïti, comme j'aime à le répéter, est essoufflée, n'arrive pas à donner face à la situation pour laquelle d'ailleurs elle n'était pas formée et l'État a fait montre de ce constat d'échec. Mais la société haïtienne en soi était également au niveau, tout comme l'État haïtien, d'une forme de complaisance. Parce que ce qu'il y a, Ouais, ouais,
Donc, pour te faire progresser, ce qu'il a, par exemple, quand il y a un groupe féminin qui est en train de se former dans un quartier, ça ne se produit pas de seul coup. Maintenant, OK. les gens qui vivent dans ce quartier-là, ils ont conscience, ils voient qu'il y a 2 ou 3 gens qui commencent à former un groupe. Mais ils ne prennent pas en main leur responsabilité pour, comment dire, alerter la police sur ce groupe qui est en train d'être occupé, ou du moins, ils ne prennent pas leur responsabilité de citoyen parce que la Constitution autorise à un citoyen, ok, de mettre aux arrêts une personne, comment dire, soupçonnée ou pris en flagrant délit. Alors, de conduire cette personne-là dans un commissariat de police, mais tout en respectant ses droits intrinsèques, sans frapper cette personne-là, sans violer sa personne physique ou morale. OK, vous dénoncez la complexité du peuple haïtien. Bon, ne faut pas toujours jouer avec les contextes. Je préfère parler de la société Disons, parce que ça, il y il a faut le dire, parce que si on est arrivé, voilà, si on est arrivé là, la société a aussi sa part de responsabilité. L'État, le gouvernement, certes, mais aussi la société en général. Mais je vois qu'il y a le professeur Larose et également Monsieur Babito qui demande qui ont, qui demandent à avoir la parole, je dirais. oui, oui, on va les accorder tout de suite et on attendait que vous finissiez votre réponse. Et on va passer, on va avec le professeur Larose d'abord, ensuite on prendra monsieur et Franz et Bébito. Merci beaucoup Schneider Baptiste merci beaucoup à Ricardo Germain pour cette belle intervention, donc très bien structurée et puis comme toujours d'ailleurs, hein, donc beaucoup de charme et écoute, en fait on remercie Ricardo pour C'est ces professeur. éclairages. Oui, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 professeur. oui, on peut soit, Je vous entends. professeur Larose, on peut soit. Ok, parfait, oui. Vous Donc, pouvez continuer. oui, moi je disais que je voulais remercier Ricardo pour ces belles interventions. Donc, c'est très bien structuré et bien agencé, et puis avec beaucoup d'arguments. Et puis, il nous a éclairé sur beaucoup de points aussi, c'est très important. Ouais, mais en fait, à la différence de ce que je vais dire, je pense que je vois Ricardo est très optimiste quand même par rapport à la bonne volonté de la communauté internationale peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que Ricardo est très optimiste par rapport à ce que pouvait apporter ou faire des missions Nations Unies ou onusiennes en Haïti ou ailleurs. Moi, de mon point de vue, euh, c'est complètement différent. Donc, moi, je pense pas, en tout cas, que euh, les missions des Nations Unies, surtout les missions des Nations Unies en Haïti, pourront apporter quelque chose de positif. Donc, moi, je suis peut-être très pessimiste et j'ai des raisons pour être pessimiste. La raison est simple. Ricardo a parlé en fait, de quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle les grandes orientations. Les grandes orientations de ces missions-là, par exemple, ont été toujours, en fait, il y a eu toujours derrière en fait, ces grandes orientations des pays, par exemple, qui, eux, sont des pays jurés ennemis d'Haïti. En fait, quand je dis des pays qui ont euh, je dirais, des contentieux historiques, d'accord? Et ces contentieux historiques, malheureusement, on peut être toujours souhaité que ça passerait bien, mais non, ça passerait jamais bien. Écoute, la raison est simple, c'est que il y a des dettes historiques qui font que les relations en fait, ne sont jamais de très bonnes relations, telles que par exemple, je ne crois pas, moi, par exemple, la France souhaiterait qu'Haïti
par exemple, devienne un pays fort un jour. Non, ça, en fait, je peux pas l'imaginer. Je pense pas, et c'est pareil pour d'autres pays de l'Occident. Donc, d'ailleurs, l'Occident, vous le connaissez, d'ailleurs, l'Occident souhaite que, l'Occident, en fait, souhaite que, en fait, qu'elle soit le seul à être grand, puissant. Donc, en fait, tout tourne autour d'eux, d'accord, en fait, des pays de l'Occident. Donc, moi, je suis très pessimiste en ce sens. Donc, je pense pas qu'une mission, qu'elle soit guidée en fait, guidés directement par ces grandes puissances qui ont des antécédents historiques avec Haïti, la France, les États-Unis, l'Espagne, en tout cas tous ces pays-là, anciens colonisateurs ou des pays anciens occupants, par exemple. Vous savez, par exemple, on ne peut pas parler de ce qui est arrivé à Haïti, de l'insécurité qu'on a aujourd'hui, sans, par exemple, regarder, un, en fait, la déstructuration de l'État à partir de la dette de l'indépendance, mais on ne peut pas non plus regarder sans avec ce qu'on appelle l'occupation américaine, parce que l'occupation américaine avait pour objectif précisément de nous mettre à genoux, comme c'est le cas, d'accord? Donc, c'est-à-dire, en ce sens, on ne peut pas attendre quelque chose de bien de ces pays-là. En tout cas, c'est fou de croire que, par exemple, les États-Unis, d'accord, le Canada, l'Union européenne, donc, vont faire quelque chose non, de positif, ou du moins de nous aider à construire quelque chose. Non, c'est pas possible. La raison, écoute, est simple, je l'ai déjà dit, en fait, il y a des antécédents historiques, d'accord, qui sont à la base de tout ça. Mais maintenant, en fait, un autre point important, Ricardo a soulevé la question de l'État, l'échec de l'État. En fait, moi, je ne pense pas qu'il y a eu même un État. Selon mon point de vue, il n'y a jamais eu un État haïtien. On n'a jamais créé un État haïtien. Il y a eu la tentative de créer un État haïtien à partir de la Constitution de 1805 de Dessalines. Mais avec la mort de Dessalines, c'est la mort de l'État haïtien, le 17 octobre 1806. Cependant, il y a toujours eu ce qu'on appelle un État en Haïti. Et l'État qu'on a eu en Haïti, par exemple, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, l'État pépère. En tout cas, un État, par exemple, c'est-à-dire qui est toujours allé à l'encontre des intérêts de la population. D'accord? Enfin, pour reprendre ce que Ricardo avait dit tantôt, Germain avait dit tantôt, c'est-à-dire c'est un État qui ne remplit pas ses fonctions régaliennes. D'accord? Et puis, moi, je ne pense pas qu'il y a eu échec en ce sens. Au contraire, l'État, cet État-là qu'on a, l'État maintenant qui est dirigé par Ariel Henry, par exemple, regardez comment Ariel Henry est arrivé au pouvoir, cet État-là remplit sa mission. C'est sa mission. Sa mission, c'est la paupérisation des conditions de la masse. Donc, moi, je pense que, au contraire, je pense qu'ils ont bien réussi, par exemple. Ils ont bien réussi. Écoute, ils essaient de nous réduire euh, à notre plus simple expression. Pour moi, ils ont réussi. Donc maintenant, en fait, juste pour terminer rapidement, en fait, c'est pour dire, par exemple, l'exemple du canal. En fait, ce qui se passe, par exemple, à Wanamet, par exemple. C'est un bon exemple que, par exemple, des structures anarchiques, comme je dis anarchique dans le bon sens du terme, dans le sens sociologique du terme, c'est-à-dire, en fait, une organisation où il n'y a pas quelqu'un qui dirige, c'est-à-dire on va dire absence de l'État, qui, par exemple, pourrait aussi des alternatives de autogestion, par exemple. L'affaire de Canal, par exemple, montre que, par exemple, pour résoudre la question de sécurité, c'est possible, il est possible peut-être de penser à ce qu'on appelle une forme d'autogestion. Je ne sais pas combien, tout ce qu'on a je dirais, comme d'autres stratégies alternatives qui ne sont pas qui sont peut-être en contre-courant des modèles occidentaux qu'on a toujours eu à faire face et puis qui ne marchent pas. Par exemple, les Nations Unies, par exemple, ils ont toujours des plans, il y a toujours eu des plans, il y a toujours eu des missions, mais ça ne marche pas parce que tout simplement, écoute, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Je suis peut-être trop pessimiste, mais c'est parce que tout simplement, le problème haïtien, c'est un problème qu'il faut se poser avec les Haïtiens, comme Ricardo est en train de le faire là, en fait, un Haïtien authentique, mais aussi la solution doit
être, en fait, doit venir des Haïtiens, à partir des consensus, à partir en tout cas, il faut mettre de côté des intérêts. Mais moi, ce que je pense, pourquoi on est encore dans cette situation, c'est parce qu'on n'a jamais eu, en fait, un point de rencontre, c'est-à-dire un point, en fait, quelque chose sur lequel on doit s'entendre. L'exemple est simple. Regarde pour ce qui se passe avec la question du canal de Wanamé. Écoute, en fait, je pense, je peux me tromper. Moi, depuis mon existence, c'est pour la première fois que je vois tous les Haïtiens s'entendre apparemment, d'accord, sur une chose. C'est-à-dire, il faut construire le canal. Pourquoi? Parce que on a comme l'impression que les Haïtiens se sentent blessés dans leur intimité, dans leur identité. Maintenant, ils ont eu, pourquoi pas, c'est une bonne chose, un point sur lequel on peut s'entendre, c'est-à-dire faut que nous bien manger, faut que nous arrivions joindre autonomie nous. Donc, c'est ce point de rencontre. Donc, moi, en tout cas, en fait, moi, ma question, je vais poser une question simple à Ricardo. En fait, est-ce que, Ricardo, tu penses que sur ce qu'on a fait avec le canal, est-ce que tu penses qu'il y a moyen, par exemple, de le faire sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire, en fait, en tout cas, pour résoudre la problématique de la sécurité en Haïti, est-ce que tu penses qu'il pourrait se passer quelque chose par hasard Tu, tu, tu autour peux duquel on répondre pourrait pour moi? s'entendre? Est-ce que tu peux répondre pour moi? Oui, 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 Et, oui, là, oui, oui. le canal, Non, je la dernière dis, question. oui, oui, oui. Je disais, Ricardo, est-ce que tu penses, c'est une question spéculative, vraiment spéculative, donc est-ce que tu penses, en fait, dans tes réflexions, qu'il pourrait surgir quelque chose autour duquel on peut s'unir, s'entendre, et puis pour laisser de côté tous ces intérêts mesquins, et puis arriver à dire, bon, écoute, la sécurité est importante pour nous, et ce ne sont pas les autres qui vont nous aider à résoudre le problème de chez nous. Et en fait, tellement, par exemple, maintenant là, on dit que c'est le Kenya, je crois qu'on voudrait qu'il qui mènent en fait, le jeu en Haïti, mais le Kenya, en fait, c'est des pays aussi qui ont des problèmes chez eux. Donc nous, qu'est-ce que nous pouvons faire, par exemple? Regarde, par exemple, Ricardo est très jeune, Ricardo Germain, en fait, très jeune, donc, mais il a tellement de bonnes idées, par exemple. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser en fait d'autres jeunes comme Ricardo Germain, en tout cas comme d'autres jeunes qui ont des idées intéressantes et qui ont étudié, qui pourraient par exemple apporter leur contribution sans avoir besoin, d'accord, de mobiliser ces gens-là, par exemple, de la communauté internationale ou de l'internationale communauté, le syndicat Core Group, etc., qui, eux, en fait, ne pourront jamais être l'auteur de nos bonheurs, parce que tout simplement, ils sont la cause de nos malheurs. Merci. Tu me permets de répondre, Schneider, en attendant qu'on prenne Babito. Allez-y, monsieur Germain, allez-y. Euh, En fait, professeur Samedi, j'ai, j'ai, j'ai très bien compris votre attitude. J'ai compris cette attitude-là. D'ailleurs, je n'ai aucun problème avec que tu sois un nationaliste, que tu apportes une autre lecture de la question, à savoir que les problèmes haïtiens doivent être traités et résolus par des Haïtiens. Ça, je le comprends très, très, très bien. Mais également, il faut rester réaliste et perspicace. Parce que tu as soulevé un très bon point pour parler euh, en parlant de l'État haïtien, parce que ici en Haïti, euh, alors il y a ce qu'on appelle les proto-États. En Haïti, effectivement, nous sommes un proto-État, un État en devenir, et d'ailleurs, tu l'as si bien dit, et depuis 1805, okay, la tentative qu'il y avait eu d'implémenter un État haïtien, cette initiative-là, elle a été hypothéquée. Donc,
En tant que protocole, ce que nous allons voir pour dire que voilà, l'étranger n'est pas totalement responsable de ce qui nous arrive. C'est qu'en 1806, nous avons connu l'assassinat de Dessalines. Mais ce ne sont pas des étrangers qui ont assassiné Dessalines. En 1807, le pays s'est scindé en trois. Mais ce n'étaient pas les étrangers, c'était entre nous, les Haïtiens. Oui, les étrangers profitent, il y a des étrangers, je préfère dire, qui profitent de nos faiblesses, mais également, il faut nous remettre en question. Nous avons notre part de responsabilité dans ce travail. Pourquoi j'ai parlé des étrangers? Tu as nous dit que et nous avons certes des potentiels historiques, mais les potentiels historiques il ne faut pas faire en sorte que ces potentiels-là restent éternels. Parce que c'est qu'il y a. Vous parlez de potentiel historique. Cela n'empêche que nous nourrissons des relations avec la France, avec l'Espagne, les États-Unis, qui d'ailleurs sont nos principaux bailleurs. Maintenant, est-ce que nous accordons les mêmes importances à d'autres pays et qu'à nous autres, et ce n'est pas toujours le cas parce que là, sur le plan géopolitique, nous n'avons pas le même poids que certains pays et il faut avouer également la faiblesse de la diplomatie haïtienne. Et est-ce que, en plus, il ne faut pas prendre la communauté internationale ou même les étrangers, c'est-à-dire même les États étrangers, pour un bloc monolithique, c'est-à-dire pour tous les Blancs, tous les étrangers veulent le malheur d'Haïti. Ça, il ne faut pas le faire. Parce que je sais que tu as beaucoup voyagé, professeur Saint-Louis, autant qu'il y a des étrangers qui sont racistes, qui sont xénophobes, autant également qu'il y a des étrangers qui sont accueillants, ok, qui sont, comment dire, au monde, pour faire bien que tout le monde. Ça, il y a ça également qui doit se mettre. Euh, Moi, je n'ai pas l'idée qu'il y a des gens qui, qui ont une dent contre Haïti. Ça, je ne te contredis pas sur ce point. Mais le fait de généraliser, de penser que tout le monde on veut l'Haïti, là, je pense qu'il faut aller mollo avec prudence parce que la communauté internationale en structure, elle n'est pas seule, composée des grandes puissances, mais aussi il y a d'autres pays. Je ne vois pas pourquoi ou un Malien, un Ivoirien, un Sénégalais, et pourquoi le Malien, comme je disais, pourquoi ces gens-là. Alors, j'ai pris des États africains, un exemple, où intérêt à ce que Haïti ne sorte pas de ce marasme dans lequel nous est en train de cette pathologie. Je ne crois pas. Maintenant, ta question, est-ce qu'on peut résoudre nos problèmes entre haïtiens? Faudrait-il que d'abord, entre haïtiens, on se réconcilie? D'ailleurs, nous n'arrivons même pas à dialoguer entre nous. D'ailleurs, d'ailleurs, dans la résolution même du Conseil de sécurité, on a soulevé cette question-là, le fait qu'il doit y avoir un consensus entre les Haïtiens pour aider à résoudre le problème. Et nous n'arrivons pas à dialoguer entre nous. D'ailleurs, tout nous divise notre langue. Okay? Bien que deux langues peuvent cohabiter ensemble, le français et mais ces deux langues peuvent cohabiter comme le Wolof et le français se cohabitent au Sénégal. Mais là, on a voulu créer une division, ok? Nous sommes divisés sur la couleur de notre drapeau, vous voyez? Nous sommes divisés à peu près surtout qu'il aurait dû nous unir pour nous allier entre les deux. Et
Maintenant, si déjà nous n'arrivons pas à résoudre ce problème de divergence, de division entre nous, donc on ne peut pas résoudre le problème. D'ailleurs, sur la question du canal, et sur la question du canal, sur laquelle d'ailleurs tu as mis, et tu as mis l'emphase, ok, on a fini pardon, par créer une division qui n'existait même pas. Okay. Le fait qu'il y a des gens qui ont dit que voilà, cette question-là, on doit l'aborder sur le plan diplomatique, on doit l'aborder de manière technique. Okay. Il y a des voix qui se sont soulevées pour dire que voilà, ce sont des gens, ce sont des vendus, des traites. Donc, tu vois, presque tout nous divise. Nous n'acceptons pas la contradiction. Déjà, il nous faut résoudre ce problème. Tu vois, même quand il y a un élan chez nous autres les Haïtiens, un élan qui nous unit. Par exemple, c'était le cas avec le séisme du 12 janvier. C'est le cas avec le Canada. Même quand il y a ce élan-là qui nous unit, okay, très rapidement, on va trouver un élément qui finira par briser cette union. C'est présent dans le cas avec le canal, c'est ça. Alors, l'union qu'il y a autour de cette question, elle est un peu fragile, parce que par exemple, si tu remarques bien, on commence à parler de l'entrepreneur qui ne voudrait pas louer ses matériels, mais cet entrepreneur-là, il faut aussi l'accord. Il peut avoir il peut être contre la population, autant qu'il peut rencontrer des problèmes propres à son entreprise. On ne sait jamais, donc on n'accorde jamais le bénéfice du doute à son vis-à-vis. Notre catégorie, on l'accuse. Donc, du coup, et, et, cette, et ce ciment national-là, donc, c'est encore difficile pour nous d'y parvenir. Mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. Et tu as parlé d'optimisme. Pourquoi je reste optimiste? Parce qu'il y a lieu de redonner le sport à la jeunesse. Parce que on doit toujours émettre des doutes. Ça, je suis d'accord avec toi. On doit émettre des doutes. En émettant ces doutes, il faut également faire des propositions. Il faut rester optimiste, selon moi. Okay? Il ne faut pas partir d'évaluer des négatifs pour dire, voilà, le problème ne sera pas résolu. Pourquoi? Parce que les plus jeunes, ils, ils attendent, comment dire, ils, ils sont à la recherche de l'espoir. Donc, avec le discours, il faut faire attention. Parce que ce qu'il y a, c'est pas, je le disais à un journaliste, c'est pas seulement le grand écart économique pour la crise sécuritaire qui pousse les jeunes à laisser le pays, mais aussi c'est un désespoir. Maintenant, si nous autres qui sont les mieux formés, nous exprimons ce désespoir également, là, comment dire, selon moi, on ne fait pas le bon jeu. Donc, FM cette parole. Et pour vous répondre, alors, pour répondre à ta question, le professeur Sandy, donc, pour répondre à tout le monde, oui, on peut s'aligner autour Il y a d'une la chose, question, de faire, mais, alors, attends, je termine très rapidement chez Snyder, mais ok. on a eu à maintes fois cette occasion-là, on l'a laissé passer. Par exemple, lorsqu'il y avait eu le massacre à Canaan, oui, le pasteur n'aurait pas dû pousser les gens à se rendre là-bas désarmés. C'était une forme de suicide. Mais on aurait dû s'indigner en bloc. Okay. Mais non, ça, au contraire, ça a provoqué une division au sein de la société. Certains ont dit que le pasteur était dans son droit, d'autres disent non. Tu vois, donc, d'abord, il faut qu'on apprenne à respecter leurs contradictions, à dialoguer. Maintenant, ensuite, pour trouver ce point-là, et ça peut être un événement, un fait, une idée autour de laquelle on doit s'unir
pour résoudre le problème haïtien, non seulement sur le plan sécuritaire, mais d'une manière générale. Merci. Et, Monsieur Monsieur Germain, Zaner, j'ai terminé avec. rapidement, on va passer à la question de Monsieur Franz et Bébito Ribel Sankara. Et Monsieur Et, Franz, vous avez la parole, vous pouvez ouvrir votre micro. bonjour, vous m'entendez? Oui, 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 on vous entend, monsieur. Et bon, je salue d'abord les centres PEN de Gonaïves pour ces activités de conversation qui met en exergue des sujets d'actualité. Et je salue aussi l'intervention de Ricardo Germain, une très très belle intervention, vraiment enrichissante. Et j'aborde dans le même sens que le professeur Sandy Larose. Et il y a une chose que Naomi Klein appelle stratégie du choc. Est-ce qu'en réalité, la question des missions des Nations Unies, vraiment, il y a apporté une solution par rapport avec les crises haïtiennes en réalité? L'un des cas considéré, entre guillemets, et si on avait essayé de regarder, on retrace historique, parce que moi, l'un pas des questions histoire, c'est pas une question passée ici vraiment, mais c'est garder qui ça peuple haïtien comme mission historique, parce que si on a regardé toute histoire peuple là, nous avons dit Haïti c'est un pays qui est inscrit dans Santa Carolé en atemporalité. Qui donc depuis 791 pour jusqu'à 2023, c'est toujours bataille entre un groupe qui gagne et un petit groupe qui pas gagné et puis tout en question internationale face avec tout ça qui a développé comme rapport dans le pays. L'en fait toute considération ça, majorité cas, l'en dit majorité cas, et généralement, problème que mission Nations Unies qu'on prétend y venir résoudre en Haïti, c'est pour plus fort cas, c'est un ensemble de problèmes que eux-mêmes généré. Est-ce qu'on y a nous penser, monde qui vient générer problème eux-mêmes, ils ont venir résoudre problème. Et l'on a essayé de garder tout et ensemble de ONG, Jean-Jacques Logistique a dit là, ONG qui gouvernement ou yé. L'autre dit ONG c'est une organisation non gouvernementale, mais aujourd'hui soit après ONG a lui-même bien c'est ensemble des problèmes qui doivent exister pour le pérenniser. Par exemple, si problème gangou résoudre, ONG qui là pour résoudre problème gangou, la suspend exister. Qui pral vinn forward, ONG qui dit la et de résoudre problème gangou, il pas investi dans la production nationale, il plus entré dans Santa Carolé, bon manger, etc. Comment on peut essayer de faire démarcation ça pour nous comprendre un problème insécurité ou un problème gangstérisation entre guillemets qui est généré par les puissances et occidentales, car ils ont même proposé des solutions qui durables ou bien qui rationnelles. L'on prend tout ça en termes de considération. Bon, en fait, je ne vais pas faire trop long dans l'intervention, je vais m'apprêter là. Merci beaucoup pour votre question. Monsieur Ricardo, vous pouvez répondre directement. Et merci. Maintenant, Vélo, Babito, c'est pas un problème si pas monsieur devant. Bon, Rebel Bon, Sankara. on va appeler les... Rebel Sankara. Ok. Ok. Mais Sankara pas très belle loin. Sankara était président. Mais Babito, mais, je pense que on monde a tout droit méfiant par rapport avec des acteurs étrangers. Parce que si on prend ça ou les théories réalistes en relations internationales, ce n'est même pas une question d'Haïti. Les États sont en compétition. Ma pour bagage professeur samedi soit dit tout à l'heure, avant de faire pour ça, professeur samedi soit par exemple, les États-Unis, c'est allié la France. Mais ça n'a pas empêché les États-Unis, ben, la force qu'on endosse sur une question de votre sous-marin qui est gagné avec l'Australie. Côté que c'est la France qui t'a parlé de l'Australie sous-marin, et puis les États-Unis doublent, ils vendent sous-marin. Ça, c'est pour une compétition, ne pas toujours des amis. Genre, ils ont répété ça dans la relation internationale. Le professeur Sandy t'a parlé, par exemple, de l'occupation. Est-ce que c'est Haïti qui est occupé seulement?
dans l'Amérique, non, c'est pas Haïti seulement. Par contre, c'est Haïti seulement qui confronte le problème de manière plus criante. C'est pas que le pays va faire problème, mais le problème Haïti, on va regarder, il paraît plus grave. Parce que Haïti a toujours résilient par rapport à problème ça. Pour dire que c'est des problèmes générés par la communauté internationale. Je ne suis pas d'accord pour toutes les autres parce que j'ai un problème sécuritaire, de toujours, multi causal. Il y a des causes géopolitiques, régionales et même internationales qui sont à la base de ça. Mais en même temps, des facteurs internes ou pas pas sinon, sous elle comme ça, problème n'a pas besoin de résoudre parce que nous parlons de méfiance, peut-être que problème c'est blanc seulement, alors que d'un acteur national qui aide et créer problème dans le pays. On ne pas dire pas d'un acteur international, non, parce qu'effectivement, c'est acteur international qui a besoin des armes. Qui pas fou, c'est acteur international qui a besoin des armes. Aujourd'hui, on va parler de ONG qui ont intérêt pour une série de problèmes métiers. Et pas seulement ONG en tant que tel qui a été un problème de popularité, mais Haïtien qui travaille dans ONG. Alors que Haïti déjà pas tellement de travail et puis ONG de pays. Donc, pour Haïtien, ça peut pas être intérêt pour une série de problèmes qui métiers. Donc, c'est seulement étranger. Donc, on t'a condamné, non, attention, on condamne les gens qui travaillent dans l'ONG. C'est pas un conflit religieux. C'est pas ça, lui. Donc, si la prévu problème, moi, j'en ai nous pas qu'à établir par de responsabilité nationale. Non, on ne pas qu'à faire ça. Et, pour moi, je dis que mission Nations Unies pas venir rien. Une autre fois, j'aime faire dans l'étape exposée, hein. C'est pas toute mission que vous jouez. Ok? Par exemple, au niveau, arrivé ici, et mission, certes, on peut échouer. Mais là, c'est pas une mission capable de toujours échouer. Mais même ça m'invite, pour donc son invitation, c'est pas une injonction. On doit toujours pas la commission. On doit toujours penser que tu as échoué. Mais c'est de faire en sorte comment que capable de continuer au support, appui, parallèlement à la mission, pendant la veille des rives, pendant la veille des rives, tout, c'est bien plein, pendant la veille, pour nous dire que gain faille, parce que fait travail ça tout de côté par nous, c'est pas seulement dire que les prédations plus fois nous croiser dans nous, la prévention, ou bien la veille pour mission à échouer, soit pour nous dire que nous avons raison, nous devons pas les chemins échouer, alors que si l'échouer, c'est dans des avantages dans la pierre, parce que nous qui venons, il y a besoin de cobio, il y a retourner dans le pays, et pas pays. Nous pensons que pour nous faire travail en parallèle, veiller, ça crabe dans la mission, et pour utiliser tout ça que nous avons faire voir nous passer, c'est à tel ça nous fait, et parce que c'est une mission d'appui, j'ai nous avons la lumière, donc, un effort national qui peut faire beaucoup de gouvernement, beaucoup de tout ce que c'est dans tout. Et puis, ouais, après mission ça, quand on a contribué au petit ami, pour les problèmes tout, mais faire en sorte que, après mission ça, pour pas gagner, mission de venir dans le pays, qu'on doit gommer nous, parce qu'il faut que nous soyons et j'aime ça de moi, doit gommer nous, après nous réussir pour la vie, pour nous réussir à pas dire de problème, c'est nous-mêmes haïtiens, et puis gérer notre nous. Ok, il faut qu'on est capable de commencer par apprendre à dialoguer et entamer sur une série de bagailles. Parce que, comme on soit dit, la communauté, c'est pour l'international là, que généralement, c'est beaucoup. Pas fin d'accord avoir à 100%. Pas fin d'accord avec 100%. Vous parlez de divergence qui vient dans la société haïtienne sur la génétique depuis les pays à former des accords entre les Noirs, les Blancs, les Noirs, c'est ça. Il y a des pays qui ont divergence ça.
de diriger ça. Par exemple, sur un Afrique de l'Ouest, agriculteur, par exemple, il est dans l'Afrique de l'Ouest. Rwanda, ou tout ici. Même en Oui, France, oui. ou bien, Un très bon exemple, Rwanda. allô? Oui, le Rwanda est Schneider? une très bonne. Oui, oui, le Rwanda est une très bonne exemple. Oui, oui. Donc, même en France, il y a des divergences. Ça, ou alors, on va dire, Haïti, sont pour les richesses là. Même question ça pose en France. Côté de question de bébés sans famille, bien que deux monde qui disent spéculer, mais pas là. Parce que le but c'est 200 familles pour fonder presque toutes les richesses en France. Parce que compagnie. Donc, pour une divergence, ça, parfois, ça passe, c'est que dans le pays, ça, de chercher un équilibre. En Haïti, dans les revendications, nous ne pas chercher un équilibre parce que ces batailles, tout tourne, ni sur le plan social, ni sur le plan politique, ces batailles, tout qui nous vient. Qui vient faire que nous mettons en question l'existence de notre plan. Notre fin d'existence. Parce que nous pas dire notre plan, comment on est capable de ça. Moi, je notais une date avec c'est la prix, c'est la prix richesse dans le pays, hein, pour le travail. Bon, c'est pas ça, non, on dit. C'est un peu, il tire la net. C'est comme ici, monsieur va haïtien. D'ailleurs, il parle les haïtiens, nous, le Libanais, nous, le Syrien. Hmm. Alors que nous, là, le 100 ans de pays, c'est ce que 100 ans de pays vivent là, ok, nous intégrons nos sociétés, ne pas considérés comme haïtiens. Ok, et le fait que nous-mêmes, ne faisons pas surtout, et le parler et richesse dans le partager, on peut dire que pas de pas pour dire pas vrai, mais plutôt ne pas permettre richesse dans le partager, j'entends de le partager. OK? Donc, moi, c'est que, équilibrant, pour que nous joignions, on vient nous mener une bataille, tout ouvrir ça, ce soit le temps à la même, et nous-mêmes seuls, pour les autres là, en face dans tout, nous dire que ce soit nous pas la même, c'est nous-mêmes seuls. Donc, moi, c'est pas une bonne équilibre ça, et c'est l'un équilibre ça, j'en ai là, la pluie, par jour, le processus, nous besoin, de nous adresser un ensemble de problèmes pour nous résoudre. Ensemble, c'est avec notre pays qui plaît de là, parce que le fait de là, puis, même comme petit, peut-être souvent avec, par exemple, capable de résoudre le problème, par eux. Donc, en gros, c'est, pour ça me tente de répondre à ces questions-là. Bien que moi, le texte, vous est là, qui est longueur, là, comme ma bien dans le livre, Euh, tout le monde a pu synthétiser. euh, Profitez Bah, conclure c'est pour nous, professeur là, monsieur c'est Ricardo. le texte là. Déjà fait. Déjà. Parce parce que l'un t'as peu compris sur dans nos questions, c'est un message ça me peut lancer. Donc, et juste écrire le noir, faut que nous jeunes lecture. Faut que nous jeunes lecture parce que c'est pas guerre entre pays là. Parce que même pays a une guerre, on porte, c'est guerre et éradication totale. Il n'est pas fait. Que dit, autrefois, si Snyder, ce spécialiste en question, hein, il comme ça vient dire, autrefois, les wapous de contre ennemi, il veut qu'on disparaître, il est en net. C'est ça, le fait. Donc, même approche changer dans ce sens, on dit que, au lieu de disparaître, c'est la vie ou la ligne. Oui, il faut continuer la bataille. Il faut continuer la bataille, parce que l'une des raisons de la Russie, dans ça, là, c'est parce que, le chef